Bonjour et bienvenue sur la SSP TV dans votre émission L'Afrique aux Africains qui vous est présentée par votre amie et sœur Séni. Comme chaque émission, nous avons l'habitude de partager avec vous des thèmes spéciaux sur l'Afrique car vous êtes des internautes privilégiés. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un panafricaniste et entrepreneur social pour débattre sur le thème « Après le Covid-19, quelle alternative pour un changement de paradigme en Afrique? Enjeux, défis et pistes de réflexion ». Chers internautes, accueillons ensemble M. Bailo. Bonjour M. Bailo. Bonjour Séni et bonjour aux internautes. Vous allez bien? Très bien, merci. Alors je vous laisse vous présenter à nos chers internautes. Oui, merci beaucoup et c'est avec beaucoup de plaisir que je viens répondre à votre invitation et à cette émission l'Afrique aux Africains, qui est un message fort et qui nous interpelle en tant que panafricaniste, mais aussi en tant qu'entrepreneur social et citoyen africain. Monsieur Bailo, je vais quand même rappeler aux internautes que vous êtes également chargé du programme de l'Université citoyenne panafricaine et solidaire Samir Amin. Tout à fait, c'est une initiative du Forum social sénégalais et qu'on vient de lancer l'Université citoyenne panafricaine et solidaire Samir Amin. Et tout le monde connaît qui est Samir Amin. Samir Amin, exactement. Et voilà, et ça se passe au niveau du Forum social sénégalais où j'ai l'honneur de piloter le programme et tout ce qui concerne la formation, le renforcement des capacités des jeunes. D'accord. Monsieur Bailo, quand même, notre curiosité nous pousse à demander Bailo, il est né où, il est de quelle nationalité et pourquoi s'est-il engagé dans le mouvement panafricanisme? Ok, merci beaucoup. En fait, ça n'aurait été que moi. J'allais juste garder ma nationalité africaine. Parce que les frontières que je vois entre les différents États africains, ce n'est pas quelque chose qui revient de notre aspiration en tant que panafricaniste. D'accord. Mais je suis né dans l'État de la République de Guinée. Donc je suis africain, né en République de Guinée. Et pourquoi êtes-vous engagé dans le mouvement panafricanisme? Ou bien c'est quoi le panafricanisme exactement? Bon, mon engagement au panafricanisme, c'est parce que déjà, c'est après avoir vécu pas mal de choses, j'ai pris conscience. Et comme il est préférable, quand on prend conscience, qu'on passe à l'action pour matérialiser ce qu'on veut. Et donc, le fait que j'ai eu la chance de fréquenter des écoles, d'aller dans des organisations où j'ai rencontré une grande diversité d'Africains. Et que, quand je suis né, je me suis retrouvé dans ce continent, qu'on a appelé le berceau de l'Afrique. Et selon ce que j'ai lu aussi dans les œuvres de certaines de nos aînés, comme chez Anta Diop et Kwame Nkrumah, et quand même je suis né dans un pays d'Ahmed Sékou Touré. Donc toute cette histoire-là m'a amené à chercher à savoir réellement le panafricanisme, que par ma compréhension je peux appeler, c'est un comportement, mais aussi c'est un mouvement citoyen, pacifique, qui se bat pour la renaissance africaine, mais aussi pour mettre en avant ce peuple noir et surtout perpétuer notre histoire en tant qu'Africains, parce que nous savons tous que l'Afrique c'est le berceau de l'humanité et l'Égypte avec les pharaons et toute notre histoire qui est la source de la science et de tout ce que nous développons à travers le monde aujourd'hui. Mais est-ce que des fois vous ne rencontrez pas des difficultés? Je veux dire que des fois, est-ce qu'il n'y a pas certains Africains qui vous attaquent par rapport à cette cause que vous défendez? Bon, par rapport aux difficultés, oui, moi je vais les appeler des défis, parce que je trouve que c'est un engagement noble d'abord, mais aussi nécessaire. Et comme le disait chez Anta Diop, seul l'État fédéral est viable. Et donc, comme le disait aussi Kwame Nkrumah, Africa must unite. Donc comme nous croyons à ça, les difficultés que nous rencontrons, c'est des défis. Donc il faut qu'on les relève. Et ces défis, c'est quoi? C'est parce que depuis, dans certains pays, 60 ans, plus de 50 ans d'indépendance, il y a toujours le système impérialiste qui est là, à travers l'éducation, à travers le mode de gestion, à travers plein il y a un système qui est là, qui, je peux dire, a lavé le cerveau des nouveaux... des jeunes actuellement et qui ne comprennent pas. Et donc, quand il y a un frère qui ne comprend pas,
mais c'est ton frère quand même. Oui. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais il reste ton frère ou ta sœur. Donc ton rôle, c'est d'aller discuter avec lui et lui faire comprendre que voilà ce qui est bien pour nous. Il peut ne pas comprendre tout de suite, mais il faut passer par la sensibilisation et agir de sorte que la personne, au fur et à mesure, comprenne que tu es sur la bonne voie. D'accord. Voilà. Ok, je comprends. Pour rappel, le thème d'aujourd'hui sera développé sous le regard du panafricanisme. Bailo, en parlant du Covid-19, il est de mon devoir de rappeler aux internautes que le premier cas du Covid-19 a été déclaré le 15 février 2020, 2 mois après qu'il soit identifié en Chine. Depuis son arrivée sur le continent, le virus s'est répandu en moins de 2 mois dans plus de 30 pays d'Afrique. Et actuellement, selon nos sources, les 54 pays du continent africain ont été touchés par cette pandémie. Maintenant, quelle analyse faites-vous de la manière dont les dirigeants africains gèrent cette pandémie? Merci beaucoup. Et avant d'aller plus loin, je voudrais déjà, à l'entame de mes propos sur cette thématique, rendre hommage à Floyd, qui a été assassiné, un Afro-Américain ces derniers jours, mais également à Adama Traoré, qui a été assassiné en France. Et tout ça, c'est par des violences policières, telles qu'aux États-Unis et en France, par des violences des gendarmes. Donc, nous sommes persécutés. Et nous savons que aussi, si nous sommes là aujourd'hui et que nous pouvons aller aux États-Unis, étudier ou faire pas mal de choses et aller dans ces pays-là, c'est parce qu'il y a des Afro-Américains qui résident là-bas, qui se sont battus pour avoir le peu de liberté qu'ils ont eu en ce moment et le peu de possibilités de pouvoir se développer dans ces communautés. Mais le défi reste toujours là et ça nous interpelle tous. Donc je m'incline sur la mémoire de ces personnes-là, mais aussi tous nos aînés, nos aïeux qui ont été exportés là-bas en tant qu'esclaves, qui a construit de leurs mains, avec leur sang, ces différents pays-là, mais qui aujourd'hui continuent de massacrer, je peux dire, nos concitoyens. Parce que partout se trouver noir, nous devons nous sentir concernés. C'est pourquoi dans l'organisation où je m'engage, on ne parle pas des États-Unis d'Afrique. On parle des États africains unis. Parce qu'il y a des États que nous considérons africains parce que c'est des peuples noirs qui sont là-bas, nos frères et sœurs, qui sont des afro-descendants, comme la Martinique et tant d'autres pays, la Guadeloupe et tout. Il y a énormément comme Haïti. Donc partout se trouvent les afro-descendants, ce sont nos frères et nous pensons à eux. Revenant en parlant de la pandémie aussi, je m'incline sur la mémoire de ceux qui sont décédés et je prie pour que ceux qui sont actuellement malades puissent se rétablir. Et surtout que mes pensées vont à toutes ces familles qui ont été endeuillées par cette pandémie-là. Et donc, pour ce qui concerne la gestion de cette crise sanitaire en Afrique, moi je trouve que c'est déplorable. C'est déplorable. Pourquoi? Parce que tout simplement, les présidents africains n'ont pas pris les précautions au bon moment. Sinon, quand un pays comme le Sénégal, ou bien la Guinée, ou bien le Mali, en tout cas les pays de l'Afrique de l'Ouest, savent en France qu'il y a déjà la pandémie. En Italie, il y a la pandémie. Mais ils se permettent d'attendre qu'il y ait des cas dans notre pays avant de fermer les frontières. Mais il y avait des gens qui disaient que la pandémie ne pouvait pas arriver en Afrique. Oui, mais c'est venu de la Chine et ça fait son parcours. Et nous savons que tout ce qui est en Europe aujourd'hui, c'est directement en lien avec l'Afrique, particulièrement les pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc du coup, il fallait prendre les précautions très tôt. Même si, quand même, les efforts qui sont faits après, je les salue, je les reconnais aussi. Mais il faut prévenir, mieux vaut prévenir que guérir. Exactement. D'accord? Donc ça, c'est l'un des regards que je fais. Mais aussi, la pandémie a été une révélation. Mais on peut en discuter parce que la pandémie a révélé beaucoup de choses. Beaucoup de choses, Inch'Allah. Oui. On va en parler tout à l'heure. Mais on va en venir avec... vous nous dites, on entend tout le temps parler qu'après la pandémie, on va directement s'attaquer à une crise économique qui va toucher le monde. Mais est-ce que réellement l'Afrique sera touchée par cette crise économique? Bon, certes, aujourd'hui,
nous ne sommes pas libres. Nous savons que nous sommes dans la mondialisation, comme on le dit, et le système capitaliste qui est en place, qui met en avant d'abord le profit que l'être humain lui-même, et avec le secouement de ce système économique-là, l'Afrique sera très touchée aussi. Je prends juste l'exemple aujourd'hui. La plupart des pays africains prennent leur nourriture, c'est-à-dire qu'ils font de l'exportation des denrées alimentaires qui viennent de différents pays à travers le monde. Et ce moment où les frontières étaient fermées, donc ça a ralenti l'approvisionnement des pays. Mais les pays parce qu'au début... Mais on a vu que les pays de l'Afrique subsaharienne aussi dépendent de l'exportation des matières premières. Oui. Ils n'importent pas, mais ils exportent les matières premières. Tout donc, est-ce qu'ils sont pas émadoucés? Tout à fait, bien sûr. Parce que nous avons vu qu'il y a eu le ralentissement du système économique. Nous pouvons dire le bouleversement d'ailleurs. Parce que ça a fait une révélation. La révélation, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, les dirigeants africains ont tout privatisé. Même dans les secteurs clés de survie de leur population. Parce que l'agriculture, quand tu as ta politique économique, ta politique de santé, et tout ça est laissé à des organisations internationales ou des multinationales, tu ne maîtrises rien de ce qui se passe. Et ce qui risque de nous arriver, bien ça, c'est le fait que d'ici, avec ce problème économique-là, au vent de pouvoir s'adapter ou bien de trouver les alternatives qu'il faut pour pouvoir relancer l'économie ou bien s'adapter, il y aura encore tout ce que vous voyez quand on prend des décisions aujourd'hui, on les annule demain, ou c'est pas clair en ce moment. Donc tout le monde est affecté, nous sommes tous à la maison, ceux qui peuvent faire du télétravail le font, ceux qui ne peuvent pas le faire, ils s'adaptent avec tous les risques qu'il faut en ce moment. Donc l'Afrique n'est pas en marge de cette crise économique. D'accord. Mais on entend souvent parler que le Covid-19 a montré l'émergence d'une agriculture africaine. Tu partages cet avis? Bon, à mon avis, ça fait partie des opportunités que la crise a apportées. Parce que je peux vous dire, j'étais récemment à une visioconférence avec des jeunes entrepreneurs de la sous-région, en Afrique de l'Ouest, bien sûr, parce que je fais partie de ceux qui aussi participent activement à trouver des solutions, que ce soit à travers des activités terrain, mais aussi des activités en ligne. Parce qu'il faut rester connecté avec les autres pays, partager les différentes expériences que nous avons, mais aussi partager nos problèmes afin de trouver des solutions ensemble. Donc, dans ce sens, il y a l'un des pays de la sous-région où il y a un projet, puisque depuis qu'il y a la crise, ils n'arrivent pas à importer de l'engrais pour les paysans. Donc, ils se sont organisés pour pour faire du compostage. Et dans ce pays-là, selon le témoignage de ce jeune entrepreneur, chaque 3 jours, ils ont 10 tonnes d'engrais qu'ils partagent aux commerçants dans le monde rural et ils les apprennent à créer leur propre engrais maintenant. Ce qui est très important. Pourquoi? Parce que ça va vers la souveraineté. Parce que si on ne dépend plus des Monsantos, de toutes ces grandes organisations qui produisent de l'engrais, on est de plus en plus souverain. Et ça nous permet de séparer de cette dépendance. On prend notre liberté. Et ensuite, si à l'occasion de cette pandémie, les paysans comprennent qu'ils sont capables de produire leur propre engrais et développer leur culture sans payer plus d'argent, mais c'est une solution. Donc ça, ce n'est qu'un exemple. Dans tout le continent africain, on a vu que lors de la pandémie, les seules personnes, les entreprises qui ont été devant pour soutenir nos États, c'est les entreprises africaines. Ceux qui ont été devant pour produire des solutions au niveau local, ce sont les jeunes qui sont des étudiants ou bien qui sont dans les écoles polytechniques et tout, et qui ont fait produire comment on appelle, des produits d'hygiène, des produits de protection, tout ça pour soutenir l'État. Donc, tout cela, c'est des choses qui
montre que la jeunesse africaine, elle a de l'énergie, elle a du talent, elle a les capacités de faire les choses. Exactement. Mais c'est juste que les présidents qui ne valorisent pas les ressources internes. D'accord. Donc, vous faites appel aux dirigeants africains de penser à la jeunesse africaine, si je vous comprends oui, bien. En fait, comme le disait Joseph Kizerbo, on ne développe pas, on se développe. Et donc, si nous pensons que c'est des autres, c'est l'Europe, les États-Unis ou ailleurs, la Chine qui vont développer, mais on se leurre. Donc, il faut faire le développement endogène, comme recommandait Joseph Kizerbo. C'est-à-dire qu'il faut mobiliser les ressources internes. Quand on parle des ressources internes, c'est les ressources humaines, les ressources naturelles. Maintenant, aussi, toutes les ressources que nous avons dans notre pays qui nous permettent de pouvoir se développer et de trouver notre voie de façon autonome. C'est-à-dire, sur l'autogestion, développer des initiatives, même au niveau communautaire, pour qu'il y ait l'autogestion. Donc, moi, je pense que c'est ça les alternatives et qu'aujourd'hui, j'ai vu, en tout cas, après que ces résultats, que toutes ces productions, toutes ces contributions des entreprises nationales, des jeunes, des citoyens africains, j'ai vu des publications, des messages où certains présidents disaient oui, nous allons accompagner ces jeunes-là. Pourquoi attendre qu'il y ait cette crise pour les accompagner? Les accompagner, exactement. Donc, l'exemple de Madagascar est très parlant par rapport à cette situation. Exactement. Pour rappel aux sources Internet, le thème d'aujourd'hui est après le Covid-19, quelle alternative pour un changement de paradigme en Afrique? Parlons de santé, du système sanitaire en Afrique. Bon, quelle solution proposez-vous pour l'école africaine de demain? Après le Covid-19, quel système éducatif pour l'Afrique? Bon, d'abord sur la question de la santé, je dirais que aujourd'hui, nous avons un patrimoine d'abord par rapport aux questions de la santé, parce que nous avons dans notre tradition, nous sommes directement liés à la forêt. Et nous avons un lien fort avec la nature. Par exemple, si je prends en Guinée, les forestiers, ils ont ce qu'on appelle la forêt sacrée. Au Sénégal, avec les Diola, il y a la forêt sacrée. Nous sommes des êtres très liés à la nature. Nature, exactement. Et tout ce qu'on dit aujourd'hui, les médicaments et tout, ça, on le tire de la nature. Et donc, nous avons aujourd'hui des hôpitaux traditionnels qui sont bien développés et bien structurés, tels qu'il y a l'hôpital traditionnel de Kermassa. Au Sénégal, il y en a plusieurs. En Guinée, comme dans les autres pays aussi, il y a plusieurs hôpitaux traditionnels. Pourquoi ne pas valoriser ces hôpitaux? Pourquoi ne pas valoriser le savoir-faire, notre patrimoine? Et pourquoi ne pas valoriser ça? Ça, c'est une des alternatives. Et l'autre alternative, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, quand nous voulons développer notre pays, nous n'allons pas nous référer juste à attendre qu'il y ait comment on appelle, se soumettre des directives du Fonds monétaire international avec les réformes structurelles qui orientent les volets sur lesquels nous allons investir et oublier que le secteur sanitaire est un volet très important, non négligeable, parce que sans la santé, personne ne peut rien faire. Mais comment les dirigeants africains, les gouvernements africains peuvent tirer des leçons de la crise afin de mieux renforcer leur politique de système sanitaire? D'abord, cette crise a montré que nous avons des compétences au niveau local. Mais il faut continuer de les valoriser. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous avons compris que les médecins, les infirmiers, tout le corps médical que je salue ici et rends hommage, ce sont des personnes qui jouent un rôle important dans cette période de crise-là. Je ne souhaiterais pas qu'après cette crise, qu'on oublie le travail important que font ces professionnels de santé. Il faut valoriser les acquis parce qu'à travers cette crise, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, des expériences. Il faut garder ces bonnes pratiques-là et aller progressivement vers la construction des hôpitaux pour avoir des plateaux médicaux de dimension internationale et qui sont capables qui sont capables de pouvoir nous aider
quand il y a des crises de façon autonome pour se soigner. Mais aussi renforcer la formation au niveau de ces plateaux médicaux. Il ne faut pas qu'aujourd'hui les présidents s'empêchent d'investir sur des jeunes pour les amener à l'étranger s'il le faut pour étudier, tout en sachant que ceux qui sont le secteur médical là ne doivent pas oublier aussi ceux qui sont dans le domaine traditionnel. C'est des choses qui doivent se compléter. Et quand on parle de ça, vous avez vu au niveau du Madagascar, c'est avec l'artémisia qu'on dit et qu'on a trouvé les solutions. Mais puisque c'est un pays africain, on pense que le monopole de la connaissance ou de la vérité, c'est pour les Européens. Mais l'OMS dit que l'artémisia n'a pas été prouvée scientifiquement, que ça guérit le Covid-19. Oui, moi mon regard par rapport à ça, c'est quoi? C'est que l'OMS, aujourd'hui, si tu vois ceux qui financent l'OMS, c'est des gens qui ne connaissent que le business, gagner de l'argent, c'est ça qui les intéresse. En aucun cas, leur souci, c'est de pouvoir sauver des vies, mais c'est de faire du business. Et si on vous dit, si vous avez le souci de faire en sorte de trouver des solutions pour les populations, on vous dit qu'il y a une solution, telle qu'avec la proposition de Didier Raoult, avec la proposition de, comment on appelle, de Madagascar, toutes ces deux procédures qui ont trouvé des résultats. Pourquoi prendre de l'argent, aller encore investir pour trouver des nouveaux vaccins? C'est parce que toujours c'est du business. Aujourd'hui, quand vous êtes malade, vous allez à l'hôpital, on ne vous soigne pas. On vous donne des produits pour calmer les douleurs. Parce que si vous êtes soigné, vous êtes très bien, vous n'allez plus revenir. Et quand vous ne revenez pas, les pharmacies ne fonctionnent plus parce qu'ils ne vont plus vendre. Donc tous les jours, il faut créer des nouveaux produits pour pouvoir vendre. C'est ça le système capitaliste. Et moi, je pense que l'OMS, c'est ça son souci. C'est de pouvoir tous les jours créer des nouveaux produits, des vaccins et autres, et les vendre aux présidents africains et aller tuer parfois même créer des problèmes à leur population au lieu d'apporter des solutions. Donc oui. Ça, c'est regrettable. En résumé, il est temps de revaloriser la médecine traditionnelle en Afrique. Tout à fait. Ok, Bailo, nous allons un peu laisser côté santé et revenir sur l'éducation. Nous avons vu qu'il y a tas d'étudiants qui sont là diplômés mais qui n'ont aucun savoir-faire. Il y a des bacheliers non orientés ici en Afrique. Maintenant, quelle école africaine, quel système éducatif proposez-vous pour l'école africaine? Merci beaucoup. Le constat est très alarmant. J'en suis vraiment désolé. Je suis choqué par rapport à ça. Parce que ce que j'ai remarqué, j'ai eu à travailler pendant 3 ans dans un programme de lutte contre le chômage de la vie chère. J'ai piloté ce programme, mais je recevais des jeunes qui venaient de partout. Des étudiants, des diplômés. Et vraiment, je me demandais, est-ce que ceux-ci, ils sont passés par l'école? Ou tout simplement, qu'est-ce qui se passe? Où est le problème? Et ça m'a amené à me poser la question. Et finalement, j'ai compris qu'aujourd'hui, l'école, sa mission de donner du savoir porteur de sens et de compréhension du monde, c'est pas ce qui se passe là-bas maintenant. Les jeunes, les meilleurs aujourd'hui, c'est ceux qui savent répéter ce qu'on leur dit, dans nos écoles africaines ici. Parce que on leur donne des informations, et comme on appelle une éducation, c'est comme une carte mémoire, ils enregistrent des données qui n'ont aucun sens pour eux. Tu vois? Et moi, je pense que c'est à la base que tout est mal parti. Jusqu'à présent, quand je regarde, il y a 3 jours, je regardais les enfants parce qu'on est ensemble à la maison en ce moment. Je dis, mais amenez vos cahiers, on va essayer je vais essayer de vous accompagner un peu puisque vous êtes en période de pause obligatoire compte tenu de la prise. J'ai vu que dans le livre, c'est toujours le livre de, je ne sais pas si c'est Mamadou Ebineta ou quelque chose comme ça. C'est écrit dedans, Toto tire Nama, Nama tire Toto. Toto a tué ta tête. Mais attends, ce qu'on dit là, mais est-ce que ça a un sens? Non, ça n'a aucun sens. Donc c'est une façon de nous leurrer et de nous manipuler encore, de nous laver le cerveau. Et après, par exemple, les étudiants qui sortent dans le volet économique, ils n'ont aucune autre référence que de dire que nous allons nous référer, oui, Banque mondiale, Fonds monétaire international, c'est eux qui doivent donner l'argent. Ils vont sortir parce que tout ce qu'on les a appris, c'est qu'on doit leur donner de l'argent pour faire ce qu'ils ont à faire.
On ne les a pas appris à agir. D'accord? Donc c'est là le problème. Maintenant, après l'école, on se dit, on croise les bras. Si l'État ne fait rien, si par exemple on n'a pas de financement, on ne peut pas faire. Alors c'est là le problème. C'est parce qu'après l'école, il faudrait que la personne ait compris comment fonctionne le monde et quel est le sens pour lui de vivre et qu'est-ce qu'il peut faire pour agir dans son environnement. Mais quelle solution pour résoudre ces problèmes-là? D'abord, il faut changer de paradigme. Il faut changer le système éducatif parce qu'il n'est pas bon. Ce qu'il faut faire, c'est que je pense que quand on est à l'école élémentaire et au secondaire, il faut qu'on nous apprenne à comprendre c'est quoi la vie, c'est quoi la matière, c'est quoi l'environnement dans lequel nous vivons. Et qu'on apprenne les enfants, on leur donne des activités créatives qui les permettent d'ouvrir leur créativité, leur façon de voir leur esprit. Parce que les enfants aussi, parfois, on attend jusqu'à 6 ans, je ne sais pas, je crois que 6 ans, pour les amener à l'école. Et l'enfant, à partir de l'âge de 4 ans, 5 ans, il a un esprit très critique déjà. Tu vois? Et là, il se pose des questions instantanément. Et c'est en ce moment, il a besoin de réponses. Donc, c'est des moments, il faut amener l'enfant très tôt à l'école. Mais l'autre problème aussi, c'est l'environnement où étudient ces élèves-là. Quand vous allez à l'école, vous n'avez même pas envie d'y aller. On vous dit qu'il faut se laver la main, il faut être propre. Mais tu viens, dès que tu rentres dans les toilettes de ton école, tu es obligé de te boucher le nez. Parfois même les jeunes filles qui sont en période de règles, ils ont du mal à pouvoir s'adapter dans les écoles. Et à la maison, après l'école, les parents, ils s'occupent de survie. C'est des analphabètes, la plupart, et ils s'occupent de gérer le quotidien. Donc, ils ne peuvent même pas avoir le temps de contrôler leurs enfants. Mais est-ce que vous, les panafricanistes, vous avez un plan d'action pour arrêter ce fléau? Oui, moi, ce que je pense, il faudrait faire l'éducation populaire. Quand je parle d'éducation populaire, il faut voir chacun, parce que chacun d'abord a un savoir inné, sur la base de ses connaissances, sur la base de ses aspirations, lui aider à comprendre le fonctionnement du monde et de l'apprendre les bases. Et après, c'est lui qui prendra sa propre voie et développer ses compétences et orienter même ses études et prendre sa vie en main. Et quand je parle d'éducation populaire aussi, il faut savoir que aujourd'hui nous avons les jeunes, les femmes qui sont dans des organisations qui sont analphabètes. Il faut les alphabétiser pour qu'ils comprennent d'abord les messages que le gouvernement, leurs droits, leurs devoirs, tout ce qui est écrit, il faut qu'ils le comprennent. Même si moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse aujourd'hui, parce que quoi que tu chasses, ce qui est écrit dans les livres, dans la Constitution et autres, c'est juste pour renforcer le système capitaliste. Et même à l'école, d'ailleurs, c'est pour renforcer le système capitaliste. Vous allez dans une école de management et tout, on vous dit d'abord, vous changez, il faut que vous portez costume et cravate. Là où on est dans un pays où il y a 40 degrés. On oublie tout à fait où nous venons et on nous met dans un autre système. On dit start up. Dès que tu commences, il faut que tu sautes. Tu vas comme une fusée. Non, il faut aujourd'hui aller vers l'économie sociale et solidaire. D'accord. Non, ça sera bientôt l'heure, mais je vais quand même insister sur l'éducation. Faut-il accepter que l'éducation redevienne une priorité de l'aide internationale en Afrique? Non, il faut aller progressivement vers une liberté totale et une souveraineté dans les politiques de développement de l'Afrique sur tous les plans. Et ça doit aller avec le renforcement des capacités des jeunes, en créant des cadres d'épanouissement et de co-développement pour les jeunes. Les femmes, par de notre société, les femmes, ils jouent un rôle très important. Donc tout ça, c'est l'ensemble des forces vives de notre continent qu'il faut remobiliser et avoir des politiques qui vont nous amener vers la souveraineté et un développement qui prend en compte le développement durable sur la politique économique et l'entrepreneuriat, qu'il y ait des entreprises sociales, qu'il y ait l'économie sociale et solidaire qui se développe, qu'on prend soin de nous, de notre environnement, tout en sachant que tout est in, c'est pas extérieur, c'est in. Même toi en tant qu'être humain, tout est in. C'est-à-dire que la solution, tu le trouves à l'intérieur de toi. C'est pas ce qui tourne autour de toi qui compte, mais c'est la façon dont tu vas réagir. Donc toutes les oppressions qu'il y a à travers le monde sur l'Afrique
ces multinationales, ce système capitaliste, ces grandes puissances, ce n'est pas ce qui est important. C'est qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est que les dirigeants africains qui sachent qu'il faut qu'ils changent de système de gouvernance et de gestion des problèmes. Mais les États africains, ils sont conscients de cela. Parce que récemment, lors d'une table ronde en ligne organisée par la NOYT et ainsi de suite, ils ont décrit leur nouvelle vision qu'ils voulaient, le nouveau paradigme qu'ils voulaient pour l'Afrique. Récemment, on a aussi entendu le président de panafricanisme, Cheikh Tidiane Gadio, dire qu'il est temps pour l'Afrique, que les États africains arrêtent de continuer en sens dispersé, que c'est le moment ou jamais de changer de paradigme. Maintenant, pourquoi réellement l'Afrique doit changer de paradigme? Est-ce que l'Afrique a réellement des ressources pour devenir autonome, se libérer des Occidentaux? Je ne sais pas. On nous parle souvent de changement de paradigme. Qu'est-ce que c'est? L'Afrique a tout ce qu'il faut. La seule chose qui reste, c'est qu'il faut qu'aujourd'hui, soit ceux qui sont en ce moment au pouvoir et la jeunesse africaine, soit ils décident de changer, comme le voulait Thomas Sankara ou Ahmed Sékou Touré, ou Kwame Nkrumah, ou Patrice Lumumba, ils prennent ça à main, ils travaillent, comme le fait Nana, comme le fait le président ghanéen actuellement, ou bien, nous, la jeunesse, on prend nos responsabilités, d'accord? On change complètement le système de gouvernance, en allant de la base au sommet, parce qu'il faut aller vers une société, une gouvernance associative avec une autogestionnaire à la base. Je prends juste un exemple. Si dans ton quartier, tu as un problème d'électricité, ou que tu as un problème d'eau, et que vous vous organisez dans votre quartier, vous trouvez une solution, vous mettez un puits là-bas, ça, c'est vous qui êtes mobilisés, c'est vous qui le faites, c'est vous qui créez le système d'organisation et de gestion de ce puits-là. Est-ce qu'un gouvernement ou un élu peut venir vous dire que ce puits-là, c'est comme ça que vous allez faire, comme ça vous allez faire? Non. Donc aujourd'hui, il faut que les communautés à la base s'organisent et qu'ils développent leur propre façon de s'organiser et de s'autogérer au niveau local. Mais dans les localités, nous avons des associations, il y a des associations qui sont là-bas, les mouvements solidaires. Oui, il y a des organisations. Mais si par exemple tu me dis au Sénégal, sur toutes les organisations qui sont là, tu ne peux pas avoir plus de 3, 5 organisations qui assument leur engagement et qui te disent qu'à 100%, je vais dans cette dynamique. Pourquoi? Par exemple, toutes les organisations, ils vont te dire, oui, moi je veux un changement, mais il faut qu'on modifie telle loi, mais il faut qu'on change tel ministre. Oui? C'est ça. Et en plus, moi, ce que je retiens de plus de 15 ans d'engagement, les manifestations, c'est important. Parce que c'est un droit, il faut l'appliquer. Mais les manifestations, ça change un gouvernement, ça peut changer un régime, mais ça ne change pas le système. Donc les jeunes, les organisations associatives, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Il faut qu'ils aillent entreprendre. Et qu'ils ne soient pas des entrepreneurs comme des entrepreneurs capitalistes qui ne pensent qu'au profit, mais il faut qu'ils entreprennent des entreprises sociales qui pensent à un impact social, qui a un mode de gestion différent, éthique, et collectif, et qui prend en compte dans toute sa démarche le volet éthique et écologique. Si on va dans cette dynamique, rapidement nous allons changer de paradigme. D'accord. Bon, par exemple, parce que nous sommes à la fin de notre heure, on va signaler qu'il est l'heure. Maintenant, quelles sont les grandes leçons à retenir de cette crise pour l'Afrique? Ce qu'il faut retenir de cette crise... Quelle Afrique pour devenir? En résumé. En résumé, ce qu'il faut retenir de cette crise, c'est que je déplore les morts, c'est vrai, et tout ce qui s'est passé. Mais cette crise, pour moi, elle a plus apporté des opportunités. Parce qu'à ce moment, on a la possibilité de tout refaire. Notre relation avec les autres, notre façon de faire, notre façon d'agir, notre façon de voir les choses, notre façon d'entreprendre, on a la possibilité de tout remettre en cause. Et cette crise a permis, si je prends l'exemple de moi-même ou d'autres personnes, de pouvoir s'asseoir, faire une introspection. Parce qu'avant, ça tourne instantanément. Tu n'as même pas le temps de te dire, mais où je vais? Mais là, on a eu le temps de rester à la maison et de reprendre haleine et de se dire quelle orientation je vais reprendre. Ça, c'est important. Et pour l'Afrique de demain, c'est quoi? Je rêve d'une Afrique où il n'y a pas de frontières. Ça, c'est un. Et deuxièmement, où il n'y aura pas de mode de gouvernance
capitaliste, comme le système actuel, mais qu'il y aura un mode de gouvernance basé sur le panafricanisme autogestionnaire. Voilà. Est-ce que vous pouvez expliquer le panafricanisme autogestionnaire pour aider nos internautes à bien comprendre? Merci beaucoup. En fait, le panafricanisme, comme je le disais, c'est vraiment cette volonté de souveraineté de l'Afrique, de voir le rayonnement du peuple africain, du peuple noir. C'est un mouvement de défense de ses droits aussi, mais aussi qui aspire à l'État fédéral africain. C'est ça le but du panafricanisme. C'est l'union des peuples d'Afrique, les États africains unis, où que ce soit. Et donc l'autogestionnaire, c'est quoi? C'est qu'à la base, que ce soit les cultivateurs, que ce soit les professionnels de tous les domaines, toutes les couches confondues de la société, pour faire un résumé, qu'ils puissent s'organiser au niveau local et s'autogérer, avoir leurs propres alternatives et voir comment ils peuvent vivre en communauté et dans un cadre de solidarité, de fraternité et de complémentarité. Parce que notre communauté à la base était basée sur ça. Ici il y a le cultivateur, ici il y a le forgeron, ici il y a tout le monde. Donc même si tu veux aller, tu amènes ton mille et tu as une roue. Ou bien tu amènes ce que tu as et tu partages avec l'autre. Donc tout le monde se complète, c'est pourquoi chacun avait sa place. Mais aujourd'hui, on oublie toutes les autres et on se dit juste qui a l'argent. Et l'argent, ce n'est qu'une énergie. Ce n'est pas une fin en soi. L'argent n'est qu'une énergie comme les autres. Donc voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à ça et je tiens à vous remercier pour cette invitation-là. Et je me réjouis aussi de cette initiative de mettre en place SSP parce qu'il faut qu'à tous les niveaux, qu'on puisse trouver des alternatives. Maintenant, en tant que jeune panafricaniste, quel message lancez-vous à la jeunesse africaine pour finir? Merci beaucoup. Mes frères et sœurs africains, où que vous soyez à travers le monde, soyez fiers. Parce que vous êtes des héritiers des peuples qui ont sauvé l'humanité. Les États-Unis sont construits par nos pères, par nos grands-parents. La France a été libérée par nos grands-parents avec les tirailleurs sénégalais. Les pharaons qui ont créé tout ce qui est science aujourd'hui et d'où vient la source de toute la science et de la connaissance aujourd'hui du développement du monde. Nous sommes des héritiers de Thomas Sankara, de Cheikh Anta Diop, de Kwame Nkrumah, de Samori Touré et tant d'autres. Tous ces héros, toutes ces personnes, malgré toutes les persécutions qu'on a eues, on a survécu et nous sommes encore debout. Donc soyez fiers de vous où que vous soyez. Ne vous fiez pas au regard des autres et ce que les autres pensent de vous. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que vous devez être fiers d'être africain. Être africain, c'est une chance. Ce n'est pas une malédiction. Donc soyez fiers de vous et partout où que vous soyez, quelles que soient les circonstances, soyez unis, solidaires, soyez unis et solidaires. Parce que seule l'union et la solidarité peuvent nous sauver. Donc, restez debout, soyez fiers de vous, battez-vous dans l'unité, la fraternité et la solidarité, parce que vous êtes des champions. Voilà, nous arrivons à la fin de notre émission et nous remercions M. Baïlebois d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Merci également à vous, chers internautes, mais je ne peux terminer sans remercier l'équipe technique qui m'a accompagné, à savoir mon oncle adoré, le caméraman Pape, Pisco Salif, le monteur de tous les temps, et ma coach adorée Binta Koli. On se donne rendez-vous prochainement dans votre émission L'Afrique aux Africains. Mais n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir tous les programmes de la SSP TV. Au revoir.